Donc, la prochaine fois qu'une personne vous parlera de son shitcoin et vous dira «Oh, nous avons créé un bitcoin plus rapide», ils vous mentent. Alors envoyez-leur cette présentation et dites-leur bien «Non, non, 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 Solana ne peut scientifiquement pas être une monnaie décentralisée». Je n'ai aucune foutue idée de ce que sont Ethereum et Solana, peut-être que ce sont des technologies, peut-être des valeurs mobilières, mais ce qui est sûr c'est que ce ne sont clairement pas de l'argent. Récemment, Jack Mallers, fondateur et PDG de Strike, la célèbre plateforme de paiement utilisant le réseau Bitcoin, a donné une conférence dans laquelle il explique en détail pourquoi Bitcoin est la seule monnaie digitale réelle aujourd'hui. Et tout cela en s'appuyant sur de récents emails de Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin lui-même, qui ont refait surface près de 15 ans plus tard. Nous avons trouvé cette conférence extrêmement intéressante et nous avons donc décidé de vous la traduire entièrement en français pour qu'un maximum d'entre vous puisse en profiter également. Mais avant de nous lancer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne afin de soutenir notre travail. Cela nous aide avec l'algorithme YouTube et contribue grandement au succès de la chaîne. Merci et bon visionnage. Quand on m'a contacté pour introduire cette conférence, de nouveaux emails de Satoshi Nakamoto venaient juste de ressortir. Et j'ai trouvé ces emails fascinants, surtout celui-ci, et en particulier cette partie. Bitcoin a maintenant 15 ans. Il y a toutes sortes d'altcoins et de crypto-monnaies. Il y a le Proof of Stake, le Proof of Time, le Proof of History. Mais quand ces emails ont refait surface, pour moi personnellement, c'était un rappel de l'importance du Proof of Work. Si vous pouvez lire l'écran, dans cet email, Satoshi dit « Malheureusement, le Proof of Work est la seule solution que j'ai trouvée pour faire fonctionner le e-cash en peer-to-peer et sans tiers de confiance. Même si je ne l'utilisais pas dans un but secondaire de répartir la distribution initiale de la monnaie, le Proof of Work reste fondamental pour coordonner le réseau et empêcher la double dépense. » Et donc, en voyant cet email, cela devrait forcément attirer l'attention de tout le monde. Parce que si ceci est vrai, alors comment Ethereum pourrait-il fonctionner avec le Proof of Stake? Comment Solana peut-il fonctionner avec le Proof of History? Si ceci est vrai, il est primordial de comprendre ce que le créateur de Bitcoin voulait dire dans cet email. Et donc, pour ma présentation d'aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est une présentation très ambitieuse. J'ai visé gros, mais on va essayer de décortiquer l'innovation de Satoshi Nakamoto sur l'utilisation du Proof of Work pour créer Bitcoin. Comprendre pourquoi le Proof of Work est absolument nécessaire pour avoir une monnaie sur Internet, et donc pourquoi les altcoins qui n'utilisent pas le Proof of Work sont scientifiquement défectueux. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en seulement 35 minutes, est-ce que ça vous va? Ne pas comprendre le Proof of Work, c'est ne pas comprendre Bitcoin. Je dois absolument saluer mon ami Gigi, le grand philosophe du Bitcoin. Cette présentation est presque une extension de tout son travail. Et donc cette citation définit parfaitement l'enjeu de cette présentation. Comprendre le Proof of Work pour comprendre profondément Bitcoin. Alors, qu'est-ce que Bitcoin? Probablement la question la plus difficile qui puisse être posée, n'est-ce pas? Ce n'est le travail de personne de vous dire ce que c'est à vous de découvrir ce que c'est, non? Donc c'est subjectif, ça dépend de chacun, ça peut être tout ce que vous voulez que ce soit. Cependant, pour cette présentation, ce que je vais vous dire, en utilisant les mots de Gigi, c'est que Bitcoin c'est de l'argent, plus du temps, plus de l'énergie, plus de l'information. Ne vous sentez pas offensé si vous pensez que Bitcoin est autre chose, c'est votre droit. Mais pour cette présentation, Bitcoin se définira de cette façon durant la prochaine demi-heure, ok? Et nous allons parcourir chacun de ces aspects en détail afin de comprendre comment Satoshi a construit Bitcoin. Et pourquoi, si vous enlevez un seul de ces éléments, Bitcoin ne fonctionnerait pas. Par exemple, si vous retirez l'énergie de Bitcoin en passant au Proof of Stake, le système s'effondrerait. Donc nous allons passer en revue chaque élément, les comprendre tous et nous essayerons de conclure en comprenant pourquoi Bitcoin est la seule vraie monnaie d'Internet. Ok, donc l'argent. Première partie. Qu'est-ce que c'est? Encore une question impossible. Ce que vous devez savoir, c'est que l'argent, c'est de l'information. Laissez-moi essayer d'expliquer ça du mieux possible en quelques minutes. Disons que nous avons un village au bord d'une rivière et que ce village a une population de 2 personnes. Un tout petit village, d'accord? L'un cultive des pommes et l'autre du blé. Et maintenant, disons qu'ils veulent échanger et qu'ils se disent « Tu accepterais d'échanger 10 pommes contre un sac de blé ?» Et le cultivateur de blé dit « Oui, bien sûr, pas de problème. » Donc vous avez ce village de 2 personnes, l'économie est très simple,
L'un a des pommes, l'autre du blé, et ils échangent. Maintenant, disons que la population de ce village double, et qu'un éleveur de bétail s'installe dans le village, ainsi qu'un fabricant de bottes et de vêtements. Et donc, la dame qui cultive les pommes dit « Hey, j'ai encore 10 pommes, puis-je avoir un sac de blé ?» Et l'homme du blé répond « Non, je veux un steak pour mon blé, je ne veux pas de tes foutues pommes. » Et elle répond « Eh bien, c'est un problème parce que tout ce que j'ai, ce sont des pommes. » Alors, elle va voir l'homme avec les vaches et lui demande « Puis-je te donner mes 10 pommes contre un steak ?» Et l'homme lui répond « Non, non, je n'aime pas les pommes. Par contre, j'ai travaillé dur dans mon champ et j'ai besoin d'une nouvelle paire de bottes. » Alors la femme s'exclame « Oh, ok, d'accord. » Alors elle va voir le gars qui fabrique des bottes et dit « D'accord, j'ai 10 pommes, tu veux bien me donner des bottes s'il te plaît ?» Et il répond « Oui, je te prends tes pommes contre des bottes. » Et donc elle échange les pommes contre les bottes, puis les bottes contre le steak, et enfin elle échange le steak contre le blé. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ici en comprenant tout ce bazar? C'est que le troc est extrêmement inefficace, n'est-ce pas? Faire ceci, c'est ce qu'on appelle faire du troc. C'est une économie sans argent. Le troc est inefficace et prend énormément de temps. Il est très difficile d'échanger un grand nombre de biens et de services par le biais du troc. Le troc souffre de ce qu'on appelle la coïncidence des besoins. Est-ce que tu as ce que je veux et est-ce que tu veux ce que j'ai? Et ce problème empêche la division du travail. Dans une économie de troc, vous ne pouvez avoir qu'une économie très limitée. Vous ne pouvez pas vous spécialiser et créer quelque chose de vraiment particulier parce qu'il se peut que les gens ne veulent pas ce que vous produisez. Et donc, pour avoir une économie vraiment vaste, il nous faut autre chose. On ne peut pas simplement échanger les biens que l'on crée. Alors, à votre avis, de quoi avons-nous besoin pour soutenir une économie? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de 8 milliards de personnes, pas seulement 2. Il y a plus de 2 personnes devant moi, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Nous avons donc besoin d'un moyen d'échange. Nous avons besoin d'argent. Et l'argent est un moyen d'échange. C'est un bien de marché que vous acquérez, non pas pour le consommer, non pas pour le manger comme une pomme ou du blé, mais pour l'utiliser plus tard, pour l'échanger contre quelque chose. Donc, si notre cultivatrice de pommes pouvait échanger ses pommes contre de l'argent, alors elle pourrait conserver cet argent et l'utiliser pour obtenir ce dont elle aurait besoin à l'avenir, n'est-ce pas? Donc, l'argent résout le problème du troc. L'argent est plus efficace. Il facilite les échanges et étend l'économie. Il résout réellement la coïncidence des besoins, car je peux produire quelque chose sans que vous ayez absolument besoin de vouloir ce que j'ai pour que nous puissions échanger. Imaginez si je rentrais dans une épicerie et que je disais « Hey, j'irai au bureau pour travailler demain si vous me donnez un steak. » Que me répondrait-il? Il me dirait « Va te faire voir, on s'en fiche de ton bureau. » Donc cela résout la coïncidence des besoins. Je peux travailler à mon bureau demain et être payé en argent. Et ensuite je peux prendre cet argent et aller m'acheter un steak avec. J'adore utiliser cette diapositive sous forme de questions à choix multiples. L'argent est plus efficace que le troc? Facilite les échanges, nous permet de nous spécialiser, ou tout cela à la fois? La réponse est évidemment tout cela à la fois. Maintenant, qu'est-ce qui fait une bonne monnaie? Encore une fois, c'est un sujet très complexe et ambitieux. Mais pour cette présentation, voici une explication plus simplifiée. Une bonne monnaie doit être durable, elle doit résister à l'épreuve du temps. Toutes les unités doivent être identiques. On ne peut pas avoir une monnaie où une unité est différente de l'autre. Elle doit être portable. On doit pouvoir la conserver, la transporter et la vérifier. Elle doit être divisible pour pouvoir l'échanger. Ensuite, elle doit être difficile à produire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être facile d'en créer davantage. Et l'aspect le plus important, c'est que votre argent doit conserver sa valeur avec le temps. Cette diapositive résume donc ce que nous avons appris à travers l'exemple du village avec la cultivatrice de pommes. L'argent est crucial pour faire évoluer une économie, et voici les propriétés qu'il doit avoir. Plus la monnaie est bonne, meilleure est la société. Mieux nous pouvons tous échanger, et plus nous pouvons nous concentrer sur nos intérêts et développer des compétences spécifiques. Les pommes étaient-elles une bonne monnaie pour cette dame? Eh bien non, clairement pas. Les pommes ne sont pas très durables. Il y a différents types de pommes. Peut-être que vous préférez les pommes vertes ou rouges. Chaque unité n'est pas identique. Elles ne sont pas très portables, ni très divisibles. Comment rendre la monnaie? Imaginez,
Merci pour votre achat d'une pomme, votre monnaie est de 0,27 pommes. Elles sont difficiles à fractionner et ne durent pas dans le temps. Donc maintenant, revenons à l'idée que l'argent est de l'information. Ce qui fait une bonne monnaie, c'est sa capacité à enregistrer qui doit quoi à qui dans la société. Tout au long de l'humanité, nous avons principalement utilisé deux formes de technologie monétaire. Nous avons soit tenu des registres pour savoir qui doit quoi à qui, soit utilisé des jetons physiques, comme des objets réels, pour enregistrer ces dettes. Par exemple, un objet que nous avons utilisé est l'or. L'or est une monnaie, c'est un objet. Comment savoir qui doit quoi à qui? Si je possède 100 onces d'or, le monde me doit l'équivalent de 100 onces de biens. Maintenant, quels sont les problèmes avec l'or? Est-ce une bonne monnaie? L'or est très durable. Chaque unité d'or est identique. Cependant, l'or n'est pas très portable, ni très divisible. Il est cependant difficile à produire et conserve relativement bien sa valeur dans le temps. Maintenant, qu'en est-il d'un registre? Le dollar américain par exemple. Le dollar est portable et divisible, mais il n'est pas très difficile à produire. Donc il perd sa valeur avec le temps. C'est un peu la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en matière de monnaie. Clairement, les pommes sont une mauvaise monnaie, mais nous avons essayé toutes sortes de registres et de jetons physiques. Le problème est que les ledgers sont certes très efficaces, ils s'adaptent aux besoins de 8 milliards d'entre nous, mais ils nécessitent de la confiance. Les jetons, quant à eux, ne nécessitent pas de confiance. Vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit pour posséder ou dépenser de l'or. Mais ils ne s'adaptent pas à tous les besoins de 8 milliards de personnes. Ils ne sont pas très portables ni très divisibles. Donc, quels sont les registres que nous utilisons aujourd'hui? Eh bien, toutes les monnaies fiduciaires. La Réserve fédérale maintient un registre, la Banque centrale européenne maintient un registre, la Banque d'Angleterre maintient un registre. Les banques centrales sont toutes des équivalents de registres qui indiquent qui doit quoi à qui. Elles sont chargées de garder cette trace. Et donc, quels sont les exemples de tokens que nous avons? L'or peut-être, l'argent, les coquillages, le sel ont été utilisés auparavant. Vous voyez l'idée? L'une est de l'information, l'autre est un objet physique. Ils ne sont pas exactement pareils. Maintenant, voyez cette citation, elle est très importante. Si tu as une pomme et que j'ai une pomme, et que nous échangeons ces pommes, alors nous avons toujours chacun une pomme. Maintenant, si j'ai une idée et que tu as une idée, et que nous échangeons ces idées, nous avons alors tous les deux idées. C'est différent d'une pomme. Et cela montre que l'échange d'informations est très différent de l'échange d'un objet physique. L'argent information est très différent de l'argent physique car il est très facile à copier. Le problème avec un jeton, c'est que je ne peux pas l'envoyer via Internet sans avoir recours à un tiers de confiance. Il ne peut pas s'adapter aux besoins de 8 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui. Il ne peut pas être placé sur mon iPhone. Je ne peux pas mettre de l'or dans ce téléphone. Je ne peux pas mettre de l'or dans mon cerveau. Et le problème avec un registre, c'est qu'il a ce problème de double dépense. Si tu as une idée et que j'ai une idée, et que nous échangeons cette information, nous avons augmenté l'offre. Nous avons tous les deux idées. Donc un registre peut refléter la réalité, mais peut aussi ne pas le faire. La Réserve fédérale peut revenir en arrière et modifier l'histoire. Quelqu'un qui gère un registre peut connaître le futur et utiliser cette information en tant qu'initié, vous voyez. Donc cela nécessite de la confiance. Les jetons ne sont pas adaptés à l'échelle mondiale et les registres, eux, nécessitent de la confiance. Ok, vous me suivez, on y arrive presque. Alors, qu'a cherché à créer vraiment Satoshi Nakamoto? En revenant à ses emails et à ses travaux antérieurs, Satoshi écrit « Historiquement, les gens ont utilisé des marchandises rares comme monnaie. » Comme vous pouvez le lire en haut, il parle donc de jetons, de tokens. Maintenant, si vous regardez en bas, Satoshi dit « Jusqu'à présent, aucune marchandise rare, donc aucun jeton, ne pouvait être échangé sur un canal de communication sans avoir besoin d'un tiers de confiance. » Il parle d'Internet. C'est ce dont nous venons de parler. Vous ne pouvez pas déplacer de l'or sur Internet. Vous avez besoin de ces listes d'informations qui nécessitent de la confiance. S'il y a un désir d'utiliser une forme de monnaie qui peut être échangée sur Internet sans tiers de confiance, alors, maintenant c'est possible. Dans le white paper, Satoshi qualifie Bitcoin d'électronique. Il parle de Bitcoin comme une chaîne. Ce que Satoshi a compris, et ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans un monde numérique, si vous voulez que l'argent soit sur Internet, vous êtes dans un domaine informationnel. Internet concerne l'information.
Satoshi explique qu'on ne peut pas mettre de l'or sur Internet. Donc, si Satoshi voulait créer une rareté numérique, ce qu'il a réussi à faire, il devrait créer un registre, et non un jeton. Vous imaginez si Satoshi avait dit « Je vous présente Bitcoin, j'ai créé cet artefact physique », et qu'il avait présenté sa propre pièce physique, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il devait créer un registre, ok? Donc, pour conclure sur cette partie sur la monnaie a été inventée comme un lubrifiant pour le système de troc. Et il est grand temps de faire une vidange. Voilà donc la première étape de l'invention de Bitcoin par Satoshi, sa première compréhension de ce qu'est l'argent. Pourquoi le troc ne fonctionne-t-il pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire du troc avec 8 milliards de personnes? Et si cela ne fonctionne pas et que nous avons besoin de monnaie, qu'est-ce qui fait une bonne monnaie? Et si nous voulons créer la meilleure monnaie, allons-nous créer un registre ou allons-nous inventer un jeton? La première étape pour Satoshi Nakamoto a été de comprendre ce qu'est l'argent et de réaliser que nous devons créer un registre. Ok, section suivante. Le temps. C'est là que je vais vraiment commencer à vous faire cogiter, donc restez avec moi. Si vous regardez le livre blanc de Bitcoin, Satoshi parle beaucoup de temps. Nous pouvons voir 3 références au temps sur 8, donc presque la moitié des références dans Bitcoin concernent le temps. Si vous regardez la 3e section du livre blanc, Satoshi parle de serveur d'horodatage. J'adore l'histoire du Bitcoin. Si je ne travaillais pas sur Strike, je voudrais être historien de Bitcoin. Si vous regardez les commentaires que Satoshi a ajoutés dans le code initial de Bitcoin, il parle de Bitcoin comme une time chain, une chaîne temporelle. Il le mentionne plusieurs fois. Proof of Work pour tout le monde et le bloc est ajouté à la time chain, la chaîne temporelle. Le temps est donc manifestement extrêmement important pour Satoshi dans la création de cette invention. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce que pour avoir une liste qui dit qui doit quoi à qui, il faut savoir l'ordre exact des transactions. Par exemple, si j'ai 10 $ et que je les dépense pour mon ami Bob, puis encore 10 $ pour mon ami Carole, l'une de ces transactions est invalide. Elle ne passera pas. Donc, la question est de savoir laquelle a été dépensée en premier. Est-ce Bob ou est-ce Carole qui reçoit l'argent? Incroyablement important d'avoir un ordre temporel séquentiel dans un registre. La question est alors, si Bitcoin est un système décentralisé, qui est en charge de la gestion du temps? C'est pourquoi Satoshi était tellement concentré sur le temps. Et il est très subtil de comprendre comment Bitcoin a été construit par Satoshi Nakamoto. Et c'est super important car si vous construisez un système indépendant sans influence extérieure, qui gère le temps? Le temps de Bitcoin vient-il d'une horloge? Le temps de Bitcoin est-il sur mon iPhone? Si mon iPhone tombe en panne, est-ce que Bitcoin va arrêter de fonctionner? Est-ce que Bitcoin synchronise le temps sur l'ordinateur portable de Joe Biden, sur les serveurs d'Amazon ou chez Elon Musk? Non, évidemment. Et c'est ça le problème. Si vous créez une liste monétaire, un registre qui va suivre qui doit quoi à qui, et que ce registre doit vraiment être décentralisé et distribué, qui est responsable du temps? Et ce que Satoshi a compris, c'est que Bitcoin doit créer son propre putain de temps. Ce qui est révolutionnaire dans cette invention, c'est qu'il a dit « Je ne peux faire confiance au temps de personne d'autre, parce que ce temps pourrait perturber le système. Donc pour que Bitcoin soit une monnaie numérique indépendante, il faut que je crée mon propre système de temps. » Ok, donc maintenant nous allons parler du temps. Suivez-moi bien sur cette partie. La seule chose que je veux que vous reteniez à propos du temps dans toute cette présentation, c'est qu'il a une direction, d'où le terme « flèche du temps ». Donc, le temps a une direction. Il y a une flèche du temps. Tout ce que cela signifie, c'est que le passé est différent du futur. J'étais plus jeune dans le passé. Je serai plus vieux dans le futur. Je me souviens du passé et je ne peux pas me souvenir du futur. Le passé, je ne peux pas le changer. Le futur, je ne le connais pas. Vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle la flèche du temps ou frise chronologique. Le temps avance dans cette direction. Et donc, dans le monde physique, cela est très évident, comme je viens de l'expliquer. Personne ne peut retourner en arrière quand il était enfant, et personne ne sait où il sera dans 20 ans. Mais la chose clé dans le monde physique qui fait fonctionner la société,
c'est que le passé est certain et que le futur, lui, est inconnu. Si ce n'était pas le cas, si nous connaissons tous le futur et nous pouvions tous revenir dans le passé, on serait tous morts à ce stade, n'est-ce pas, non? Ce sont les atomes dans l'univers qui nous permettent de vivre à travers le temps comme nous le faisons. Le problème, c'est que dans le monde numérique, nous n'avons pas de temps. Tout ce que nous avons, c'est de l'information. Le monde physique est composé d'atomes dans l'univers et d'objets physiques. Le monde numérique, lui, est composé de données. Dans le monde numérique, le nombre 10, je connais le nombre qui le précède et celui qui le suit. Je connais le passé et le futur. Si les nombres représentaient le temps, je saurais dire que le futur est 11 et que le passé est 9. Ou alors, si je regarde un film, je peux rembobiner jusqu'à la première scène ou avancer rapidement jusqu'à la fin et voir comment cela se termine, vous voyez? Donc le problème, c'est que dans le monde numérique, nous n'avons pas cette flèche de temps. Vous me suivez? Donc Bitcoin doit créer son propre temps, et ça peut paraître fou, mais c'est ce que Satoshi a fait. Je veux bien que vous compreniez qu'il ne nous faut pas une horloge précise, comme pour chronométrer les Jeux Olympiques. On se fiche des millisecondes ici, ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce dont Bitcoin a besoin, c'est d'une flèche de temps, comme je l'explique. Nous devons d'une manière ou d'une autre reproduire le temps que nous avons dans le monde réel. Nous avons besoin d'un passé immuable et d'un futur indéterminé. Satoshi parle de ça. Il dit que le Proof of Work est la seule solution qu'il a trouvée pour rendre cela possible, pour mettre en place un serveur d'horodatage distribué sur une base peer-to-peer. Et donc en langage courant, cela signifie « si je veux créer un temps sur Internet sans dépendre de la confiance, voilà ce que je dois faire ». Nous devons utiliser le Proof of Work. C'est la seule façon de rendre cela possible. Alors, qu'est-ce que concrètement le Proof of Work? Le Proof of Work est une forme de preuve cryptographique dans laquelle une partie prouve aux autres qu'elle a dépensé une certaine quantité d'efforts computationnels. Les vérificateurs peuvent ensuite confirmer cet effort avec un minimum d'efforts de leur côté. Pour ceux qui ne comprennent pas réellement ce que cela signifie, voici ma version avec un langage plus simple. Le Proof of Work est une preuve que vous avez fait un travail pour deviner un nombre aléatoire. Et la personne qui vérifie peut rendre ce travail aussi difficile qu'elle le souhaite, ce sera toujours vérifiable instantanément. Donc la raison pour laquelle Satoshi utilise le Proof of Work, et pourquoi c'est tellement important, c'est que c'est un morceau de données que le monde numérique peut comprendre. Revenons un instant en arrière. Ce n'était pas prévu, mais comprenez-vous cette idée? Le monde numérique ne comprend pas les atomes, il ne comprend pas l'énergie, il n'a pas de flèche du temps, vous voyez? Si je compte des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je connais le futur et je connais le passé. Donc, Internet, le monde numérique et les données ne savent pas ce qu'est le temps. Le monde physique le sait à cause des atomes, à cause de l'énergie. Ce que Satoshi explique, c'est que le Proof of Work est le seul moyen pour nous de prendre l'énergie du monde physique, de ce monde-ci, et de le transformer en quelque chose de numérique que l'Internet peut comprendre. Vous suivez? Le Proof of Work ne nécessite pas de confiance. Quelqu'un peut me donner une preuve de travail, et je n'ai pas besoin de faire confiance qu'il va bien faire le travail. Je peux le vérifier moi-même. Proof of Work peut être réalisé par n'importe qui. Chacun d'entre vous ici peut le faire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire, ni besoin de me donner un CV. N'importe qui peut le faire. Il a un coût inaltérable, tout comme l'or. Et c'est ça qui fait du Bitcoin un produit réellement premium. Et cela permet à Bitcoin d'établir une histoire des événements qui est incontestable. Le travail futur est inconnu, et le travail passé, lui, est facile à vérifier. C'est la clé de Bitcoin, la découverte révolutionnaire de Satoshi, la raison même pour laquelle nous sommes ici. C'est qu'il a trouvé un élément d'information sans besoin de confiance. Une donnée qui peut être produite par le monde physique avec des atomes et de l'énergie, reliant cet univers à sa monnaie numérique rare. Voici d'autres citations de Satoshi. Il écrit « Dans ce document, nous proposons une solution au problème de la double dépense en utilisant un serveur d'horodatage distribué en peer-to-peer pour générer une preuve computationnelle de l'ordre chronologique des transactions. » Et donc, le Proof of Work donne à Bitcoin sa propre flèche du temps.
Si vous regardez les blocs Bitcoin, sans entrer trop dans les détails techniques, ce ne sont que des transactions et la preuve de travail comme un horodatage. Bitcoin n'est qu'un serveur d'horodatage. Satoshi grave le temps avec le Proof of Work. Si vous regardez la blockchain Bitcoin, vous pouvez le constater. Étrangement, certains blocs de Bitcoin affichent le temps à l'envers, parfois de cette façon, mais vous pouvez voir que le violet représente le passé connu qui ne peut pas être modifié. L'orange, lui, représente le futur incertain lorsque vous utilisez un portefeuille Bitcoin et que votre transaction est non confirmée. Cela signifie que nous ne connaissons pas le futur, nous ne pouvons pas changer le passé et nous vivons dans l'éternel présent. Ce génie de Satoshi Nakamoto a créé le temps numérique, c'est incroyable. Et maintenant, est-ce qu'il l'a fini? A-t-il résolu le problème du temps? Peut-on passer à la prochaine étape? Presque, on est très proche, il reste juste un petit dernier élément. Pour que nous puissions parvenir à un consensus distribué, rappelez-vous, nous construisons une monnaie basée sur l'information. C'est une gigantesque liste. Pour que nous puissions tous être d'accord sur l'ordre de cette liste, nous devons tenir compte de la vitesse de la lumière. Je vais revenir là-dessus car c'est pour ça que certains shitcoins comme Solana ne fonctionnent pas, donc c'est important. Donc la vitesse de la lumière pour aller d'un bout à un autre de la Terre est d'environ 50 millisecondes. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager. Donc la raison pour laquelle Satoshi était presque au bout de la résolution du temps dans un domaine numérique, c'est que si vous imaginez Bitcoin, les blocs sont comme une horloge. Chaque bloc Bitcoin est comme un tic, tic, tic. Chaque bloc Bitcoin enregistre le temps. Maintenant, si le Proof of Work restait à la même difficulté, plus de travail accélérerait l'horloge, vous comprenez? Donc si l'horloge de Bitcoin s'accélérerait trop, on violerait la vitesse de la lumière. Nous ne pourrions plus atteindre un consensus de manière distribuée parce que Bitcoin bougerait trop vite. Si la difficulté de Bitcoin était constante, quelqu'un pourrait accumuler beaucoup d'énergie, l'injecter dans Bitcoin, accélérer l'horloge de Bitcoin et nous laisser en dehors du consensus. Et Satoshi parle de cela. Pour compenser l'augmentation de la vitesse du matériel et l'intérêt fluctuant pour l'exploitation des nœuds au fil du temps, ici les nœuds désignent les miners. La difficulté du Proof of Work est déterminée par une moyenne mobile, visant un nombre moyen de blocs par heure. Et si les blocs sont générés trop rapidement, la difficulté augmente. Alors pourquoi les blocs de Bitcoin durent-ils 10 minutes? Satoshi Nakamoto a créé le temps et l'a ensuite ralenti. 10 minutes est un chiffre arbitraire, mais c'est assez long pour s'assurer que la vitesse de la lumière est prise en compte et que Bitcoin ne bouge pas trop vite pour que nous puissions tous nous accorder sur l'ordre des transactions. Mais c'est aussi assez court afin d'offrir une expérience utilisateur acceptable. Les gens ne vont pas devenir trop frustrés, vous voyez. C'est comme ça qu'il en est arrivé à cette solution. Alors je ne sais pas qui a dit cette citation, quelqu'un de très intelligent, donc bravo à toi, peu importe qui tu es. Il a dit le Proof of Work ajusté en fonction de la difficulté, c'est ce qui fait Bitcoin une horloge décentralisée. Donc ensuite, à mesure que les ordinateurs deviennent plus rapides et que la puissance de calcul totale appliquée à la création de Bitcoin augmente, la difficulté augmente proportionnellement à cette production accrue. Ainsi, il est connu à l'avance combien de nouveaux Bitcoins seront créés chaque année dans le futur. Une fois que vous comprenez que Satoshi a créé le temps, vous comprenez pourquoi les Bitcoins sont figés dans le temps. C'est comme ça que nous savons quand les Bitcoins seront émis. Et c'est pour ça que c'est la monnaie la plus solide jamais créée. L'or, lui, est enfoui dans le sol. Bitcoin est enfoui dans le temps. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est fascinant? C'est pourquoi, s'il y a suffisamment de demandes pour l'or, nous en trouverons plus dans le sol. Nous pouvons l'extraire. Quand quelqu'un découvre de l'or, il ne l'a pas créé, il l'a trouvé. Tout l'or existe déjà, il y en a juste plus sous terre si nous voulons aller en chercher. C'est la même chose avec Bitcoin. Les 21 millions existent déjà, mais vous ne pouvez pas les extraire du sol. Vous devez les extraire du temps. Donc, si vous voulez trouver plus d'or, il vous suffit d'avoir plus d'outils pour les extraire du sol. Mais si vous voulez trouver plus de Bitcoin, vous allez devoir résoudre le putain de problème de voyage dans le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le prix est de 60 000 $ en ce moment. Parce que Wall Street veut plus de Bitcoin, mais ils ne peuvent pas voyager dans le futur pour en obtenir. Satoshi Nakamoto.
Ce type, incontestablement le plus grand de tous les temps. Ce gars a créé sa propre version du temps, l'a ralenti pour que nous puissions tous nous accorder sur l'ordre des transactions. Puis il a établi une politique monétaire, la plus stricte jamais vue, qui fixe une monnaie physique dans le temps et non dans le sol. C'est incroyable. Honnêtement, c'est à peine croyable. Ok. La monnaie et le temps. Ces deux sections étaient les plus complexes. C'était un truc de fou, vraiment. Ok, donc l'énergie maintenant. Bitcoin n'est pas encore totalement complet malgré ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'il est important de comprendre à propos de l'énergie? Le Proof of Work nécessite des calculs. Le Proof of Work, c'est essentiellement des essais pour deviner un nombre aléatoire. C'est beaucoup de travail de deviner ce nombre, n'est-ce pas? On vient d'en parler. Ces calculs nécessitent de l'énergie. Par conséquent, le Proof of Work nécessite de l'énergie. Il n'y a aucun moyen de faire ce travail sans énergie. Je pense que vous le savez tous, on n'est pas tous physiciens, mais on n'est pas tous idiots non plus. Tout le monde sait que l'énergie est la monnaie de l'univers, n'est-ce pas? En physique, l'énergie est la propriété quantitative transférée à un corps ou à un système physique. C'est un peu comme ça qu'on mesure l'univers. L'énergie est répartie de manière relativement accessible pour tout le monde. C'est pourquoi c'est très important pour Bitcoin. Nous avons tous accès à l'énergie. Si vous êtes né, vous avez accès à l'énergie. Vous ne pouvez pas la falsifier, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas la discuter et vous ne pouvez pas la contester. Le fait de nécessiter de l'énergie donne à Bitcoin son coût inaltérable. Le Proof of Work nécessitant de l'énergie est la raison pour laquelle Bitcoin a ce coût inaltérable. Comme l'or, il a cette prime de commodité comme l'or car il est difficile d'en produire plus. Parce que nous avons tous accès à l'énergie, mais personne ne peut l'imprimer. C'est très équitable et personne ne peut le contester. Et l'énergie utilisée pour le Proof of Work est ce qui relie les atomes de cet univers qui nous entoure. C'est ce qui relie le monde réel au Bitcoin du monde numérique. Quand les gens disent que Bitcoin n'est pas adossé à quelque chose, non. Bitcoin contient des atomes du monde réel. Il contient de l'énergie bien réelle. Le fait que le Proof of Work nécessite de l'énergie est la raison pour laquelle il ne peut pas être contourné. Et c'est ce qui relie Bitcoin au monde extérieur. En fait, c'est grâce à l'énergie dépensée pour le Proof of Work que vous ne pouvez pas voyager dans le temps de Bitcoin. Je veux juste souligner ce point rapidement. Vous vous souvenez de la flèche du temps de Bitcoin? Si vous regardez le violet ici, le passé connu, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voyager dans le temps avec Bitcoin pour retourner dans le passé, c'est à cause de l'énergie qui a été dépensée pour le créer. Vous comprenez? Donc quand les gens disent qu'il faudrait refaire le Proof of Work, tout ce violet est protégé par l'énergie. Vous ne pouvez donc pas voyager dans le temps de Bitcoin. C'est la même raison pour laquelle je ne peux pas voyager dans le temps aujourd'hui. J'aimerais pouvoir retourner 15 ans en arrière et commencer à miner du Bitcoin dès que Satoshi l'a lancé. Mais je ne peux pas, n'est-ce pas? C'est impossible. J'ai récemment dit dans un podcast que j'ai acheté un tableau pour 6 bitcoins une fois. C'était l'une des pires décisions de ma vie. Ce truc ne vaut pas 300 000 $ aujourd'hui. Vous imaginez, et quelle folie. J'aimerais pouvoir retourner à ce bloc violet et changer ça, mais je ne peux pas. Et je ne peux pas à cause de l'énergie. Et voyez maintenant ceci. Ça me rend fou, c'est vraiment dingue. Les registres monétaires que nous connaissons, comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne ou la Banque d'Angleterre, sont des listes qui font référence à l'énergie du monde extérieur. Ce ne sont que des morceaux de papier, donc quand Jérôme Powell dit « je change les taux d'intérêt », ça ne demande aucune énergie. À votre avis, que se passe-t-il lors d'une réunion de la Fed? Jérôme Powell doit probablement dire « est-ce qu'on augmente les taux ou est-ce qu'on les baisse? Ok, maintenant, quelle pizza est-ce qu'on commande ?» Littéralement, ça ne demande aucune énergie. Bitcoin, avec le Proof of Work, intègre l'énergie du monde extérieur dans son registre. Donc, le registre de la Réserve fédérale pointe l'énergie vers l'extérieur. Dans Bitcoin, l'énergie extérieure est internalisée dans son registre. Est-ce que vous comprenez? C'est fou, c'est complètement dingue. Ok, donc on est en train de reconstruire Bitcoin. Nous sommes tous Satoshi. Donc tout d'abord, Satoshi devait comprendre l'argent, comprendre le troc, ce qui se passait. Il a réalisé qu'il devait créer un registre plutôt qu'un jeton physique, qu'il devait créer sa propre flèche du temps avec le Proof of Work. Il a dû ensuite ralentir le temps pour que nous puissions tous parvenir à un consensus. Il a mis en place une politique monétaire rigide qui est figée dans le temps. Ensuite, il a utilisé l'énergie via le Proof of Work pour créer un coût inaltérable, lui donnant une prime de commodité, comme l'or.
Puis il a utilisé l'énergie pour protéger le passé afin que vous ne puissiez pas voyager dans le temps avec Bitcoin, que vous ne puissiez pas revenir en arrière. Et maintenant, la dernière section concerne l'information. Grâce à tout ce qu'on vient de voir, l'information est l'actif. Lorsque quelqu'un dit que Bitcoin est un actif réel, un instrument physique, les non-initiés demandent « Où est-ce ? Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le tenir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas m'asseoir dessus. » C'est parce que l'information est l'actif. Encore une fois, merci à Gigi pour son idée. Lorsque vous regardez une carte du monde, ce n'est pas réellement le monde. Imaginez, j'ai volé ici depuis Chicago, ça a pris 12 heures. Si je pouvais simplement utiliser une carte et faire glisser mon doigt de Chicago à Madère, ce serait génial. Mais la carte sur mon téléphone n'est pas le monde réel. Je dois monter dans un foutu avion. Mais dans Bitcoin, la carte est le monde. La carte est le territoire. Les données sont l'actif. L'information littérale et physique est la monnaie elle-même. Donc, si vous regardez, encore une fois, la différence entre les registres et les jetons dont nous avons parlé, ils ne sont pas les mêmes. La différence entre le registre de la Réserve fédérale de qui doit quoi à qui et les pièces d'or qui représentent qui doit quoi à qui est très différente. Mais dans Bitcoin, le registre est le token et le token est le registre. C'est la seule chose que nous pouvons déplacer sur Internet, c'est l'information. C'est la seule chose que nous pouvons téléporter. Mais grâce à ça, parce que l'information est l'argent, la carte est le territoire, les données sont l'actif. Nous pouvons téléporter de la valeur. On peut mettre de la valeur dans nos têtes. J'en profite pour lancer un petit pic aux partisans de l'or. L'or est caché dans votre cul. Bitcoin est en sécurité dans votre cerveau. Comment ferais-je pour transporter de l'or à travers un aéroport? Je ne peux pas le mettre dans mon cerveau. Mon conduit auditif n'est pas assez large, non? Il faudra peut-être le cacher ailleurs, je suppose. Et le fait que les données, la data, soient de l'argent permet des choses incroyables. Nous pouvons téléporter des données instantanément. Nous pouvons à présent mettre une monnaie physique directement dans notre tête. Donc, pour conclure sur l'information, je ne pouvais pas résister à cette analogie car vous savez que je suis un joueur d'échecs. Bitcoin, c'est comme les échecs. Et ce que je veux dire par là, c'est que les échecs sont définis comme un jeu de stratégie qui se joue chacun son tour et sans information cachée. Même votre adversaire connaît vos mouvements. Il n'y a rien à cacher. Les échecs ont des règles très strictes et c'est tout simplement de l'information, n'est-ce pas? Par exemple, voici un coup d'échec valide. Vous savez tous que j'adore dire E4, E4, E4. C'est un vrai coup d'échec. Maintenant, si mon adversaire disait Dame en D4, ce serait un coup invalide, vous voyez? La dame ne peut pas faire ce coup, ce n'est pas autorisé, n'est-ce pas, c'est dans les règles. Ce que vous voyez ici est une partie d'échecs valide, ce sont des coups d'échecs. Ce ne sont que des données. Bitcoin est comme les échecs, il ne s'agit que de données. Mais ces données, c'est une partie qui s'est réellement jouée. C'est la partie du siècle de Bobby Fischer, l'une de mes parties d'échecs préférées de tous les temps. Donc tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les échecs, ce sont les données. Et si vous essayez de faire un coup invalide, les règles de consensus des échecs ne vous le permettront pas. Et donc Bitcoin fonctionne exactement de la même manière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'information. Si je reviens sur ce point, vous voyez que quelqu'un peut vous donner toutes les informations historiques de Bitcoin. Vous téléchargez la blockchain et vous pouvez revoir chaque coup à travers la flèche du temps de Bitcoin. Tout est information. L'information est l'actif. Donc, pour conclure, voici comment Satoshi a créé Bitcoin. Il a d'abord compris l'argent, puis réalisé qu'il devait créer un registre. Ensuite, il a créé sa propre flèche du temps, puis ralenti le temps pour le consensus, mis en place une politique monétaire rigide, figée dans le temps, utilisé l'énergie pour créer un coût inaltérable, utilisé l'énergie pour défendre le passé et fait de l'information l'actif réel, ce qui nous permet de téléporter la valeur de manière résistante à la censure via un canal de communication comme Internet. Donc, l'ajustement de la difficulté du Proof of Work est l'innovation. Vous comprenez, le Proof of Work est ce qui connecte le monde réel à Bitcoin. Sans Proof of Work, vous n'avez pas d'atome du monde réel dans vos Bitcoins. C'est ce qui est dit dans les derniers emails de Satoshi, ceux qu'on vient juste de découvrir. Il le dit lui-même. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour connecter le monde réel à ma monnaie digitale. Les autres crypto-monnaies qui n'utilisent pas le Proof of Work ne peuvent scientifiquement pas être de la monnaie.
Ce que je veux dire par là, c'est que des crypto-monnaies comme Solana utilisent le Proof of History, peu importe ce que cela veut dire. Ethereum utilise maintenant le Proof of Stake. Il n'utilise plus le Proof of Work. J'ai cherché sur Google ce matin, quand est-ce que Solana est tombé en panne pour la dernière fois? C'était mardi. Solana a connu 11 pannes de réseau en 2 ans. Il tombe en panne tout le temps. Pourquoi? Regardez à quelle vitesse leur horloge avance. Pas leur bloc, leur horloge. Le terme blockchain est une arnaque. Arrêtez d'utiliser ce mot. Il s'agit d'une time chain. Time chain, c'est une chaîne de temps. Bitcoin est fait de temps. Satoshi a créé du temps digital. Il a créé une horloge numérique. Regardez comme leur horloge avance vite. 400 millisecondes. Solana ne tient pas compte de la vitesse de la lumière. La raison pour laquelle elle échoue autant, c'est qu'ils ne parviennent pas à obtenir un consensus distribué, parce que leur horloge avance trop vite. Donc la prochaine fois qu'une personne vous parlera de son shitcoin et vous dira « Oh, nous avons créé un bitcoin plus rapide », ils vous mentent, ils violent la vitesse de la lumière. Alors envoyez-leur cette présentation et dites-leur bien « Non, 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 Solana ne peut scientifiquement pas être une monnaie décentralisée. » Et ça selon la vitesse de la lumière, pas selon votre foutu influenceur préféré qui vous l'a dit. Je n'ai aucune foutue idée de ce que sont Ethereum et Solana, peut-être que ce sont des technologies, peut-être des valeurs mobilières, mais ce qui est sûr c'est que ce ne sont clairement pas de l'argent. Donc l'émission de Bitcoin est figée dans le temps, c'est pourquoi la valeur de Bitcoin augmente autant, car vous ne pouvez pas en trouver plus dans le sol. Vous devriez voyager dans le temps pour trouver plus de Bitcoin. Bitcoin est construit dans le temps, qui est notre ressource la plus rare. La blockchain est une arnaque, arrêtez d'utiliser ce mot, il s'agit d'une time chain, c'est comme ça que Satoshi l'a appelé. L'énergie défend notre passé et c'est un moyen résistant à la censure pour téléporter de la valeur. Ok, on est arrivé au bout, merci à tous. Et vous, qu'avez-vous pensé des éléments qu'avance Jack Mallers concernant Bitcoin? N'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire. Aussi, si vous avez des conseils ou des recommandations sur ce que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous en faire part également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.